Eh bien, je remercie d'abord le réseau de m'avoir accueilli, et très bien accueilli. Donc je vais vous présenter les archives de la propagation de la foi, mais vous dire que sont les œuvres pontificales missionnaires. Donc ce sont 4 œuvres qui soutiennent les missions catholiques, en particulier par une aide financière. Donc elles existent aujourd'hui dans plus de 150 pays et elles sont chapeautées par le Vatican depuis 1922. Donc pontificale, c'est le Saint-Siège. Donc la plus ancienne de ces œuvres, La propagation de la foi, est née à Lyon. La seconde est née à Nancy en 1843. L'enfance missionnaire, qu'on appelait autrefois la Sainte Enfance, pour intéresser les enfants aux missions. C'est une œuvre qui a beaucoup œuvré en Chine en implantant des écoles, des orphelinats. Ces archives sont aujourd'hui à Rome et donc une chercheuse américaine spécialiste des missions en Chine m'a confirmé leur intérêt et le fait qu'elles sont très peu exploitées. Enfin, en 1889, l'œuvre de Saint-Pierre apôtre pour la formation des prêtres autochtones est créée en Normandie et le point de départ est la demande de l'évêque de Nagasaki qui veut un séminaire pour former un clergé japonais. Voilà. Bon, la dernière œuvre est une œuvre italienne pour la formation des prêtres. Donc, les archives de la propagation de la foi, donc, nous avons des correspondances, des revues, des photos, des objets, voilà, parce qu'on sait que les archives sont multiformes. Donc, l'association de la propagation de la foi est fondée à Lyon en 1822. Le contexte est celui de la restauration politique et religieuse au lendemain de la Révolution française. Donc, après un désintérêt pour les missions au XVIIIe siècle, au moment, peu avant la Révolution française, le XIXe siècle sera un grand siècle missionnaire, le siècle des missions. Donc le regard des catholiques s'oriente à nouveau vers les missions et pour l'Asie, le séminaire des missions étrangères a rouvert ses portes et, manque de moyens, sollicite des aumônes. Donc cette société est née au XVIIe siècle, elle est tournée vers les missions d'Asie, Tonkin, Cochinchine, Chine. À Lyon, c'est une jeune fille, Pauline Jaricot, qui va recueillir des fonds à partir de 1818, pour les missions étrangères de Paris. Et elle met surtout en place un système efficace de collecte qui sera repris par l'association de la propagation de la foi créée par des laïcs, des hommes, le 3 mai 1822. L'association se veut unique et universelle d'aide aux missions. Elle demande aux chrétiens des prières et des aumônes pour aider les missions. Les plus pauvres peuvent être partie prenante grâce au système du sou hebdomadaire recueilli par des chefs de dizaines, remettant à leur tour des sommes recueillies par des chefs de centaines. En fait, des sommes considérables vont être rassemblées au cours du XIXe siècle et faisant de la propagation de la foi la banque des missions. Et tout ça est parti de Lyon. Pour intéresser les chrétiens à l'association, les fondateurs pensent qu'il faut diffuser des nouvelles des missions. Donc dès la fin 1822, l'association publie un cahier de 40 pages à couverture bleue qui contient des lettres, le premier numéro, des lettres sur les missions d'Asie et de Louisiane. Donc le tout premier article concerne les missions de Chine et royaumes voisins, c'est-à-dire l'Annam et Cochinchine. En mai-juin 23 paraît un deuxième cahier de 72 pages de nouvelles reçues des missions. En fait, ils veulent poursuivre les lettres édifiantes et curieuses des jésuites. Puis les numéros se succèdent. En 1828, il faut rééditer les premiers cahiers épuisés. Donc il y a eu beaucoup de rééditions. De cette année date le titre définitif d'Annales de la propagation de la foi. En 1830, 20 numéros ont été publiés. Il y en aura désormais 4 puis 6 par an. Donc les annales sont pour la plupart envoyées gratuitement aux chefs de dizaine qui doivent les faire circuler dans la dizaine avant de les conserver. Donc en moins de 30 ans, les annales connaissent un développement prodigieux, un tirage énorme pour l'époque qui atteint 200 000 exemplaires en 1860, dont la moitié en langue française. Le reste en près de 10 langues dans le bas breton, parce que l'œuvre après s'est établie dans d'autres pays. Il arrive même que les annales soient utilisées comme documents scolaires. La diffusion est sans commune mesure avec les lettres édifiantes des jésuites publiées au XVIIIe, qui sont fréquemment rééditées au XIXe, d'ailleurs à Lyon, mais au tirage limité et à un prix qui restreint le public. Donc, parce que les annales sont envoyées gratuitement à tous ceux qui donnent.
même un sou, voilà. Chaque exemplaire a donc beaucoup plus de lecteurs qu'une revue d'aujourd'hui. Alors tous les associés ne savent pas lire, mais les annales sont souvent lues en groupe ou en famille, donc lues par le peuple des campagnes, mais aussi des villes. Donc l'audience du bulletin va traverser en fait tous les groupes sociaux, depuis les lecteurs de la Revue des Deux Mondes jusqu'aux plus modestes paysans illettrés. Donc les annales ne sont pas ignorées des milieux intellectuels, en particulier avec le rôle joué par Frédéric Ozanam, qui a été rédacteur pendant quelques années. Cependant, elles ont vocation à rester une littérature édifiante. Quand Ozanam proposa un essai sur le bouddhisme en 1842, il fut jugé trop savant pour les lecteurs de Louvre. Alors, il nous est difficile d'imaginer aujourd'hui la popularité de ces petits cahiers à couverture bleue. Pourtant, qui paraissent vraiment peu attrayants, pas illustrés. Bon, pourtant, les faits sont là. Les nouvelles d'émissions sont vraiment accueillies avec empressement dans un univers où les voyages sont très rares, les journaux peu répandus, et donc ces nouvelles apportent vraiment un souffle d'aventure dans les foyers, satisfont l'esprit de merveilleux. Voilà. Donc l'exotisme n'est pas absent des annales, hein. Certains missionnaires découvrent les beautés de la nature, les décrivent de façon admirable, et puis d'autres s'appesantissent sur les mœurs barbares des sauvages. Voilà, il faut prendre tous ces récits avec les a priori de l'époque. Donc si la lecture des annales est à l'origine de bien des vocations missionnaires, elle contribue aussi à la connaissance et à la compréhension d'autres cultures étrangères à la pensée occidentale. Elle est sans doute la première revue à diffuser dans les milieux populaires des informations sur la Chine. Donc, avant même la publication du fameux livre du Père Huc en 1850, Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet pendant les années 1844, 45 et 46, son récit va apparaître sous forme de feuilleton dans les annales de la propagation de la foi. Vous pourrez tout à l'heure jeter un coup d'œil sur les documents originaux. Et le compagnon du Père Huc, le Père Gabet, envoie une pierre votive sur laquelle est gravée la fameuse incantation Mani Padme Hum, avec une notice explicative qui paraît dans les annales. Donc voilà, autour de cette lettre, de cet objet, etc., tu avais réalisé une petite exposition en collaboration avec le musée. Donc les missionnaires découvrent un univers de croyances, de rythmes, de coutumes, de mœurs qu'ils s'attachent à comprendre, même si c'est souvent pour les combattre, puisqu'ils sont là pour faire connaître l'Évangile. Toutes les correspondances envoyées par les missionnaires n'ont pas été publiées dans les annales, hein, c'est simplement une sélection. Donc elles sont conservées à Lyon, centre de documentation et d'archives. Elles sont réparties en deux fonds complémentaires. Le fonds de Lyon, donc les missionnaires ont envoyé des lettres à Lyon, mais aussi à Paris, parce qu'il y a eu très vite un bureau à Paris. On est dans un pays centralisé. Donc, voilà. Donc ce qui représente plus de 8000 lettres en provenance d'Asie pour le fonds de Lyon entre 1822 et 1922. Alors, autant pour Paris, mais il faut savoir qu'il y a des copies, parce qu'il y a des allées-venues entre les deux centres. En 1868, l'œuvre lance une seconde publication lyonnaise, richement illustrée, le Bulletin des missions catholiques. C'est un hebdomadaire. La revue, tout en restant missionnaire, prend place parmi les revues illustrées en plein essor, telles que le Tour du Monde, le Monde illustré. Voilà, c'est l'époque des sociétés de géographie. On est curieux des voyages. Cet hebdomadaire, reçu par abonnement, là il faut s'abonner, donc la diffusion va être beaucoup moins large, se veut plus scientifique et publie aussi des cartes dressées par les missionnaires. Donc la revue aussi fait paraître sous forme de feuilletons des journaux de voyage de missionnaires, où ils peuvent décrire leurs connaissances ethnographiques. Alors on découvre que les missionnaires se sont intéressés aussi bien à la botanique qu'à la faune, l'artisanat, la musique, les mœurs des populations locales, les religions traditionnelles. Donc afin de toucher un large public, cette revue est illustrée à partir de 1871 par des gravures, puis des photographies reproduites. Alors
Ce sont des photographies que les missionnaires ont, c'est le début de la photographie. Hein, donc ces photographies sont traduites en gravure. Donc la gravure leur donne une connotation plus romantique, plus esthétique. Et donc ils envoient aussi des dessins, ceux qui ont des aptitudes à dessiner. Voilà. Donc ces photographies, on en a conservé plus de 12 000, sont rassemblées dans un fonds conservé à Lyon, aux archives. Ce fonds est très étudié par les historiens, parce que les études sur l'iconographie attirent beaucoup les chercheurs aujourd'hui. La première étude sur le sujet fut la thèse de Frédéric Garand, Itinéraire photographique de la Chine aux missions catholiques, perception de la Chine à travers les archives photographiques des OPM et la revue Les missions catholiques. Voilà, environ 2500 photos étudiées. Alors, le fonds a été aussi exploité par Christine Cornet pour son livre sur Shanghai, sur la concession française. Donc on a aussi beaucoup de plaques de verre qui ne sont pas du tout exploitées. Il y en a quelques-unes assez anciennes sur la Corée en particulier. Autre collection photographique, celle du père jésuite Joseph de Revier-de-Mauny, 4000 photos sur son voyage en Chine en 1932, en particulier le long du Grand Canal. Donc Christine Cornet a valorisé ce fonds en publiant 2 livres, Paysans de l'eau et Le voyage insensé du père Jo. Et Christian Henriot va aussi utiliser 2 photos pour son nouveau livre à paraître. Donc c'est un fonds qui peut encore être exploité. Donc les archives des OPM sont constituées de ces lettres, de trop rares dessins, 2 photographies que nous cherchons à valoriser par ces travaux de chercheurs, non seulement historiens, mais anthropologues, linguistes. Bon, par chance, à Lyon, nous avons... l'histoire religieuse a toujours été une tradition, et en particulier là, avec le LARA, le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Donc il y a une équipe religion, société, acculturation, voilà. Donc on travaille beaucoup avec eux. L'ISERL, l'Institut sur l'étude des religions et de la laïcité. Donc oui, l'équipe donc religion, société, acculturation. Acculturation, c'est le thème qu'on emploie maintenant à la place d'inculturation, c'est-à-dire comment faire passer le message chrétien dans d'autres cultures. Voilà. Donc il y a des objets qui sont acculturés. Alors, autrefois on parlait d'accommodation. Après c'est acculturation. Non, c'est acculturation. 2C. Voilà. Mais alors, on arrive à nos objets. Pour remercier la propagation qui soutient les missionnaires, ils vont envoyer des objets au siège de l'œuvre. Alors, on ne sait rien de l'organisation de ces objets avant l'ouverture d'un premier musée en 1888 au siège de l'œuvre, qui est alors 31 place Bellecour, là où il y avait l'Institut catholique. Jusqu'à aujourd'hui. Un catalogue de 87 pages est édité en 1000 exemplaires pour éclairer les visiteurs sur ces collections. Alors je cite les annales. La seconde partie, qui aujourd'hui renferme plus de 1000 objets, offre le plus grand intérêt non seulement à la piété, mais à la légitime avidité de tous ceux qui ont quelque notion de sciences naturelles, géographiques et ethnologiques. Peintures curieuses exécutées dans ces contrées lointaines, armes défensives en usage chez les naturels des 2 mondes, idoles, instruments de supplice, étoffes, bronzes, tout un ensemble pittoresque au milieu duquel on peut passer comme en revue l'univers entier. Donc il ramène aussi des objets servant à la vie quotidienne, relevant de l'organisation politique, des spécimens d'histoire naturelle. Enfin, c'est une collection assez hétéroclite. En 1892, le musée s'installe 12 rue Salat, le siège actuel des OPM, dans des locaux plus vastes. Un nouveau catalogue est édité, 112 pages, parce qu'une centaine d'objets supplémentaires y figurent.
Voilà. Alors, une photo vers 1943 de la grande salle du musée, qui fait aussi fonction de salle du conseil, révèle l'accumulation des objets dans les vitrines. Bon, sans doute la physionomie du musée, plus proche de celle du cabinet de curiosité, est restée immuable entre la fin du 19e et 1960. Voilà. En 1953, un rapport est réalisé par le Service national de muséologie, qui effectue un inventaire sommaire. Donc, l'inventaire topographique montre qu'il n'existe aucune correspondance avec les numéros du catalogue, les objets sont disposés au hasard, les séries dispersées, pointent l'absence de démarche scientifique. Alors, ils disent même que même avec une lampe de poche, des objets sont restés invisibles. Voilà. Fort heureusement, le rapport souligne la qualité de la collection. Donc, il y a des séries rares, en particulier pour l'Amérique du Nord, et surtout la qualité de la collection d'Extrême-Orient. Alors, le jugement est sans appel. Les OPM décident de fermer le musée en 1960 pour permettre l'extension des bureaux et la création d'un centre de documentation. Et ils envisagent la réalisation d'un nouveau musée moderne dans un autre lieu. Donc, plus de 1300 objets sont mis en caisse, dont plus de 500 concernent l'Asie, pour être placés dans un dépôt provisoire qui a duré presque 20 ans avec des essais de sortie pour finalement aboutir à une solution entrevue à l'initiative de Roland Maurer, qui est le conservateur spécialiste des civilisations d'Extrême-Orient au Muséum de Lyon, que nous appelons à Lyon le musée Guimet de Lyon, qui connaissait l'intérêt de la collection. Donc, un travail d'inventaire est entrepris pour aboutir au dépôt des objets en 1982. Alors, comment les missionnaires ont-ils acquis ces objets? Quelle est leur véritable fonction? De quoi témoignent-ils? Donc, pour tenter de répondre à ces questions, le personnel scientifique du musée des Confluences est amené à consulter nos archives, nos sources. Et alors, c'est ainsi que sont à la fois valorisées nos archives par leur fréquentation, et nous, on a valorisé nos objets en leur confiant en dépôt cette collection. Voilà, donc je vais laisser la parole à Deirdre qui va vous présenter la partie asiatique de la collection. Alors, donc la collection, en fait, la décision du dépôt, elle commence effectivement en 77 et il commence à transférer les collections en 79 et il commence à numéroter les collections de nouveau. Les objets des OPM avaient en fait des petits numéros d'inventaire qui renvoyait au catalogue, et c'est un document extrêmement précieux pour nous, responsables de collection, parce que c'est à partir de ce catalogue qu'on a eu des informations sur les objets de type descriptive et aussi des informations sur les noms des missionnaires. Et ça, c'était une information qui était capitale pour commencer à travailler effectivement sur les collections. Donc ça, le début, on va dire, de l'inventaire, c'est 79, ça va s'étaler jusqu'à 82 et ça sera même jamais vraiment fini. Et donc on n'a pas un inventaire exhaustif sous une même forme de numéro, malheureusement, pour toute la collection. Moi, je suis arrivée en 2000 et même les collections de la propagation de la foi étaient réparties dans différentes réserves en fonction de la géographie, mais pas seulement, suivant un ordre qui nous est parfois resté un peu obscur. Et donc, il a fallu retrouver effectivement les collections, les reclasser, les regrouper. Et on a travaillé beaucoup à partir de ce catalogue. Des collections et puis à partir aussi des différents listings effectivement d'inventaire qui avaient été faits. Donc on a essayé de comparer et de retrouver tous les objets. Ce qui nous amène aujourd'hui à avoir des chiffres parfois différents entre le nombre d'œuvres, puisqu'en fait ça dépend à quel listing on se réfère. Donc pour l'Asie, j'ai pu comptabiliser autour effectivement de 500 objets ou lots d'objets, sachant que parfois on a des lots d'objets
objets qui sont chaque objet du lot est numéroté, ce qui du coup augmente le nombre d'œuvres virtuellement. Et donc je suis repartie en fait du catalogue d'origine, et puis j'ai essayé de replacer, en fait, de remettre le nom du missionnaire derrière chaque objet et d'en faire une synthèse. Ce que j'ai relevé, c'est qu'il y avait une soixantaine de missionnaires ou de missions qui étaient à l'origine de ces objets, qui se répartissent sur l'ensemble du territoire asiatique, et que cette collecte, elle a eu lieu entre 1830 et 1900. Donc c'est intéressant parce que c'est une assez longue période, et puis ça nous permet effectivement, cette histoire et les lieux où étaient les missionnaires nous permettent effectivement de donner une géographie aux objets. Et puis de leur donner une date, en tout cas une échelle de date. Donc les provenances, on a des collections par ordre un peu d'importance, enfin de quantité, de Chine, du Japon, d'Asie du Sud-Est, avec beaucoup de pièces du Vietnam, de Birmanie, quelques pièces de l'Inde, très peu de pièces du Tibet et presque pas de Mandchourie. Et je vous ai mis quelques exemples du type de collection que l'on peut trouver. Les typologies, alors beaucoup d'objets usuels, des pipes, des vêtements, on va voir des nécessaires pour les repas, beaucoup d'armes aussi, une petite collection d'armes, enfin c'est assez classique dans les musées d'histoire naturelle, et on retrouve aussi ça du coup avec les collections missionnaires. Des instruments de musique, alors surtout par un père missionnaire dont je vous parlerai après, et puis des statues et objets de culte, des objets touristiques, c'est des objets véritablement à destination des Occidentaux, des maquettes, beaucoup de maquettes de bateaux, d'objets aussi liés à l'agriculture, et puis des spécimens de sciences naturelles. Juste parce qu'effectivement les spécimens de sciences naturelles, certainement beaucoup ont été détruits entre ce qui a été envoyé et ce que l'on a reçu, et puis c'est vrai que lors du dépôt ils sont surtout concentrés effectivement sur les collections, mais on retrouve quand même quelques-uns, quelques pierres, alors parfois des pierres taillées, on a des boules en marbre du Japon, on a des pierres comme celle-là qui sont plus brutes, et même ils envoyaient des éléments d'alimentation. Alors il y a aussi toute une série d'éléments liés à la soie et au textile. Et en fait, on voit qu'à un moment donné, il y a un père, c'est le père Perny, qui reçoit une demande pour lui demander effectivement de donner des informations sur le verre à soie, la culture et tout ça. Donc il écrit tout un courrier que j'ai pu retrouver effectivement dans les archives des œuvres pontificales missionnaires, et qui explique, alors de façon assez détaillée, tout ce qu'il faut faire, combien de temps il faut laisser le cocon dans une atmosphère plutôt humide, avec une certaine chaleur, et qui est assez descriptif. Il faut savoir qu'à Lyon, à l'époque, il y a eu une maladie du ver à soie qui est la pébrine, dans les années 1850, et qui a en fait décimé la production. Et donc, on va chercher effectivement des nouvelles sources d'approvisionnement en Asie. Et donc, c'est surtout la chambre de commerce de Lyon qui va effectivement créer des relations. Mais là, on voit bien que même si ce n'était pas du tout le but des œuvres catholiques, des missions catholiques, mais ils participent aussi à ça en envoyant des informations. Donc là, c'était pour la partie un peu des collections un peu de sciences naturelles. Qui effectivement complète la collection. Alors après, je vais vous faire une présentation par la Chine et vous présenter certains personnages. Surtout, je vais un peu vous raconter parfois leur histoire. Bien sûr, je ne vous parlerai pas des 60. J'ai sélectionné ceux qui me paraissaient intéressants et par leur parcours ou par la collection qu'ils ont ramenée.
Alors le père Pierre-Louis Le Grégeois, ce qui est intéressant, c'est que lui il part en Chine, c'est un des premiers à partir, il sera en Chine en 1826 ou 28, et donc il va effectivement envoyer ce qu'on appelle les dessins sur papier de riz. Alors on sait que c'est pas du papier de riz, mais c'est une plante, c'est de la moelle, c'est Tetrapanax papyrifère si je ne me trompe pas, et donc, en fait, c'est cet aspect translucide qu'on a. Alors, voilà, on les voit très bien, ces images sur lesquelles on voit souvent des images des supplices chinois. Et c'est vrai qu'il y a un texte qui a été publié par Jérôme Bourgon, qui est un spécialiste du droit chinois, où il revient effectivement sur les productions de toute cette iconographie à destination effectivement des Occidentaux, et parmi lesquels effectivement les supplices chinois, où effectivement il explique, alors je ne vous ai pas mis d'image, j'aurais peut-être dû, mais j'ai pas osé, et en fait il explique, ce qui est intéressant, c'est que tout ça ce sont pas des croquis faits sur le vif, mais c'est bien des récits racontés, et il explique comment effectivement on voit souvent dans ces dessins la croix qui est représentée, on voit effectivement toute l'influence en fait missionnaire. Et il dit lui-même que la première fois où le terme de supplice chinois est employé, c'est dans l'almanach Hachette, et c'est pour parler effectivement de la salle des supplices des missions étrangères de Paris. Donc ce terme-là est vraiment lié aussi effectivement aux missions. Donc voilà. Et c'est vrai que ces carnets qu'il a ramenés, donc il y a les supplices chinois, mais il y a aussi des fleurs, des oiseaux, des bateaux, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, malheureusement, on ne les a pas gardés en carnet, parce que quand ils sont conservés en carnet, c'est souvent sur les tranches qu'on trouve les informations sur la date, l'atelier. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est tout en planches séparées. Mais voilà tout à fait le type de documents qui ont pu être envoyés par les pairs. Un autre père qui est Annette Pinchon. Annette Pinchon, il va collecter, lui, des objets comme celui-là, cette peinture d'ancêtres chinois, et il va aussi collecter avec un autre père, qui est le père Perny, des vêtements qu'on voit effectivement représentés sur cette peinture, le chapeau, le collier de mandarin Shaozi, le carré de mandarin, pardon, le collier de mandarin, et les chaussures, les bottes mandchou massier. Et donc on les voit effectivement toutes reproduites sur ce portrait. Et je vous ai même mis une petite photo du père Pinchon que j'ai pu retrouver aux missions étrangères de Paris. Il y avait beaucoup de ces pères qui faisaient partie des missions étrangères de Paris, et les missions ont publié des biographies des pères qui sont extrêmement intéressantes, parce qu'on sait effectivement tout leur parcours, où ils sont partis, à quelle époque. Et donc ça permet effectivement de pouvoir savoir ça un peu mieux, et de pouvoir essayer de faire des liens avec les objets. Un autre père qui est le père Hubert Perny. Le père Hubert Perny va collecter, lui, un album qui s'appelle l'album des Miao Tzu, et qui est un album en fait de 80 petits dessins qui représentent en fait les minorités sur le pourtour chinois. Et en fait, ce sont des albums qui en fait étaient faits certainement par les représentants du gouvernement chinois à la frontière, pour servir en fait d'éléments d'information autour des minorités. Alors ils utilisent le terme de Miao, qui est une des minorités chinoises, mais en réalité ce sont diverses minorités chinoises qui sont représentées dans ces albums. Et c'est intéressant parce que c'est un document qui montre que effectivement le gouvernement chinois était intéressé pour mieux comprendre effectivement ces populations qui étaient au pourtour du Grand Empire, et effectivement de pouvoir donner de l'information aux nouveaux gouverneurs locaux qui venaient prendre leurs fonctions. Et donc c'était un élément comme ça de diffusion d'informations, et donc c'était à destination pour le coup de la population chinoise, donc fait pour les Chinois, par les Chinois. Un autre père qui est le père Eugène Coupa,
qui lui va faire vraiment une collection d'instruments de musique et une collection d'armes. Et ce qui est intéressant, alors je ne vous ai pas mis plein de visuels parce que on m'avait dit de faire très court, donc j'aurais dû. Mais effectivement, il va collecter des instruments de musique, une bonne vingtaine. Et ce qui est intéressant avec Coupa, c'est qu'il va rédiger des notices assez longues, une quinzaine de lignes sur les instruments. Et j'ai pu comparer avec des travaux plus récents de spécialistes effectivement des instruments de musique chinois, et c'est assez bien documenté par le père Coupa à l'époque. Les informations qu'il donne sont tout à fait justes si on les compare avec des informations plus actuelles. Donc voilà pour la Chine. Pour le Japon, on va avoir des pièces intéressantes. La première est celle de Théodore, rapportée par le père Théodore Fourcade. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'on a une période où le Japon, mais comme la Chine, ne sont pas toujours possibles d'accès pour les Occidentaux. Et Fourcade va arriver au Japon dans les années 40. Et il va être en fait bloqué sur les îles de Ryukyu. Et il ne pourra pas rentrer au Japon alors qu'il a normalement un vicariat dont il doit s'occuper, et en fait il va rester bloqué, et il envoie effectivement un document qui est cette pièce que l'on voit, où on voit ce vase avec des fleurs à l'intérieur. Un autre père, qui est le Pierre-Marie Ozouf, alors lui, j'étais formidablement, j'étais très contente parce que j'ai pu trouver dans les archives un courrier où il explique, en fait, là, pour le coup, la collecte des œuvres sur place. Et ça, c'était un document qui était formidable à trouver, parce qu'effectivement, on a du mal à faire le lien entre les documents qui sont écrits par les pères. On est plus sur des récits où ils parlent de la mission, des difficultés qu'ils rencontrent, voilà, pour se faire accepter. Et on est moins sur, effectivement, cette collecte d'œuvres. Alors, avec Ozouf, là, on a le premier texte où, effectivement, il nous parle de cette collecte. Et je vais juste vous le lire parce que je trouve ça toujours assez drôle de se replacer dans le contexte. Alors, il dit « Depuis qu'une lettre de monsieur le directeur de notre séminaire à Paris nous a fait connaître le musée de la propagation de la foi, il me tardait de pouvoir vous offrir pour le musée quelques objets qui ne fussent pas trop indignes d'y figurer. J'aurais surtout désiré envoyer des souvenirs religieux des anciens temps, plutôt que des bibelots japonais qui se rencontrent déjà presque partout dans les bazars. Hélas, je suis loin d'avoir réussi comme je l'aurais voulu. Pour ne pas différer néanmoins plus longtemps de témoigner au moins notre désir de voir le Japon septentrional contribuer aussi en quelque chose à l'extension de notre intéressant musée, j'ai chargé notre procureur de Yokohama de vous expédier ce qui était déjà recueilli à cette intention. Outre quelques curiosités plus ou moins anciennes, il y avait divers petits objets confectionnés par des chrétiens et offerts par eux. Donc ça, c'est une lettre formidable parce que, enfin, on a de l'information sur le fait que, d'abord, ce ne sont pas forcément les pères qui collectent eux-mêmes les objets qu'ils envoient, c'est-à-dire que les noms que l'on a sur le catalogue ne sont pas forcément ceux qui ont collecté sur le terrain, que les objets, effectivement, il y a différents moyens de les obtenir, et puis, effectivement, il y a une vraie recherche, une envie de faire bien, pour envoyer des objets qui témoigneraient de la culture locale. Alors, ce n'est pas toujours une formidable réussite, puisqu'il va envoyer cette série de céramiques que je trouve assez rigolote, mais pas d'un intérêt esthétique et extrêmement fort. Et encore, j'ai pris la pièce qui était la plus jolie. Mais il faut être honnête, tout n'est pas d'une très belle facture dans ces collections missionnaires. Il y a des objets qui sont scientifiquement très intéressants, mais voilà, il y avait un peu, et qu'il le dit lui-même, des bibelots. Donc voilà, c'est aussi ça, travailler sur les collections. Donc voilà, il va envoyer du coup différentes collections. Félix Midon aura la même démarche, ils seront au Japon quasiment à la même période.
Pour l'Asie du Sud-Est, on a beaucoup moins de collections et on est sur des choses assez classiques, effectivement des objets de Birmanie comme des lacs birmans collectés par Monseigneur Bigandet. Et qui effectivement était un artisanat assez développé effectivement en Birmanie. Et c'était des objets qui étaient couramment offerts aux personnes présentes occidentaux. Alors c'est des objets qui ont des usages multiples, soit pour conserver des aliments, soit des objets. Voilà. Et puis dans les objets envoyés pour le Vietnam, j'ai mis effectivement cette maquette. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette maquette-là, je ne sais pas si vous voyez si c'est, mais il y a une date. Non, vous ne le voyez pas. Il y a une date sur le côté. Donc ça, c'était intéressant. C'était une information intéressante. Et puis on a effectivement, moi j'ai pu le comparer avec des ouvrages sur les bateaux. Alors même si j'avais beaucoup de mal à comprendre tout le vocabulaire spécifique qui a trait aux bateaux asiatiques, c'était intéressant de voir en fait qu'on est dans des parfaites reproductions des pièces en grandeur nature. Et sur cette pièce, on a par exemple cet œil qui était effectivement dessiné pour se protéger des créatures que l'on pouvait trouver maléfiques qui se trouvaient dans les mers. Et donc ce sont des embarcations qui étaient en fait utilisées pour le transport du sel, du nokmam, des poissons salés. Pour l'Inde, la collection est encore un peu plus réduite. On a une série de micas indiens. C'est pareil, dans la même, on est dans la même logique qu'avec les peintures sur papier de riz. Hein. C'est des documents à destination des Occidentaux. Alors, il y a une très belle collection qui est conservée au Victoria and Albert Museum. Et sur laquelle, d'ailleurs, ils ont un site formidable qui documente extrêmement bien leur collection et qui est très riche. Ils font aussi des références bibliographiques. Moi, c'est un site que j'aime beaucoup consulter parce qu'ils ont fait un beau travail sur leur collection. Et puis, on a aussi d'autres peintures sur ivoire, comme cette peinture du Maharaja Ranjit Singh, qui est reconnaissable parce qu'il a l'œil gauche qui est fermé, parce qu'il avait attrapé la varicelle quand il était petit. Et donc, on le reconnaît facilement parce qu'il est toujours représenté de la même façon. Je vais juste finir avec le Tibet et la Mandchourie. Et c'est vrai que, alors, pour le Tibet, Odile en a déjà parlé. Mais c'est vrai que c'est un objet intéressant, cette pierre votive qui était posée au bord du chemin pour permettre effectivement une sorte de récitation de la prière, on va dire. Mais, et c'est vrai qu'elle a été collectée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été collectée à un moment donné où en fait la Chine était fermée aux étrangers et qu'effectivement Huc et Gabet arrivent ils arrivent de la Mongolie jusqu'au Tibet, ils arrivent à pénétrer au Tibet, ils sont très bien accueillis par le représentant tibétain et ils sont expulsés par le représentant chinois. Et donc Gabet est très, très mécontent de cette situation, il fait plein de courriers, mais Huc va continuer, lui, à rester en Chine et va continuer à écrire, tandis que Gabet, lui, va après partir, je crois, en Amérique du Sud. Et puis, pour la Mandchourie, je vous ai mis cet échiquier occidental parce qu'effectivement, là, c'est le père, je crois que c'est Vérol ou Maviel, qui effectivement va collecter cette pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il va s'intéresser aux échecs chinois, aux jeux d'échecs chinois, et il rencontre effectivement un lettré qui est très intéressé par le jeu d'échecs occidental, et donc il va lui expliquer le fonctionnement du jeu, et donc il va faire réaliser un jeu d'échecs suivant ces informations. Et il y a un petit texte assez rigolo, il faut que je le retrouve, sur ce jeu d'échecs. Parce qu'effectivement, il dit...
Alors, c'est la notice, en fait, qui dit ça. Donc, jeu d'échecs Mandchourie. En Chine comme en Europe, le jeu d'échecs est considéré comme la noble distraction des gens sérieux. On dit même que les Chinois ont imaginé les premiers l'échiquier et ses batailles. En tout cas, ils ont cet amusement en grand bonheur, mais leur jeu diffère d'une autre. Un lettré mongol me pria un jour de lui enseigner le jeu d'échecs tel qu'on le joue en Europe. Il y prit goût et fit tailler à son usage, dans du tilleul, les pions et les pièces d'un jeu complet. C'est ce spécimen original, tout bariolé de couleurs voyantes à l'orientale, que l'on a sous les yeux. On dirait que le sculpteur, par maladresse ou malignité, a donné aux soldats européens des figures de singes. Donc voilà, ça c'est typiquement le type d'information qu'on peut trouver effectivement dans le catalogue. Alors quand on est chanceux, parce que la plupart effectivement des informations que l'on a, c'est simplement une désignation et sur laquelle effectivement il faut chercher d'autres informations. Voilà, je vais m'arrêter ici, parce que je crois que je suis poursuivie. Il faut peut-être signaler que nous avons réalisé un ouvrage sur ces collections d'objets. Voilà, et Deirdre donc alors on a fait ça, voilà. On a fait ça effectivement avec les collègues qui travaillent sur l'Afrique, l'Océanie, sur les Amériques, et on a fait effectivement ce catalogue où on a travaillé sur les fonds de collection pour effectivement essayer d'en dresser un peu une histoire par zone géographique effectivement et de repérer. C'est uniquement sur les objets des missionnaires. C'est ça. Ah, sur ce dépôt. J'avais vu le titre, mais voilà. Et c'est... Oui, on l'a publié il y a quelques années, et puis effectivement on n'a pas fait d'exposition en fait en parallèle de ce catalogue, ce qui est bien dommage parce qu'on aurait bien aimé. C'est un catalogue sans expo, c'est dommage. Ça existe des fois. Et alors on avait fait une toute petite exposition, mais rien du tout dans les palais, dans les salons de la préfecture. Donc au milieu des ors et des velours, mais c'était pas forcément le meilleur endroit c'était pour les journées du patrimoine, c'était très court. Donc c'est vrai que c'est une collection qui est vraiment intéressante à étudier, mais il reste plein de choses à faire. Ce qui est intéressant, je pense est intéressant, c'est que ça peut permettre pour des objets similaires, ethnographiques, qui ont été collectés par d'autres missionnaires, mais à la même époque, ça peut servir aussi de référence pour essayer effectivement de dater un peu mieux ou de cibler un peu mieux géographiquement ces collections. Parce qu'en fait, et c'est un peu la problématique des objets ethnographiques qu'on trouve dans les muséums d'histoire naturelle, souvent c'était aussi des naturalistes de terrain qui collectaient ça. Et ils faisaient ça parce qu'effectivement, ils trouvaient ça joli. Et donc, ils donnent ça en même temps qu'une collection de sciences naturelles. Et en fait, ces œuvres ne sont pas du tout documentées. Et donc, quand on commence à avoir des informations par le biais, effectivement, des missionnaires où là, on sait quelle époque ils étaient là, dans quel endroit précis, ça permet déjà de donner des premières informations. Et puis après, en croisant avec d'autres collections, on va arriver à effectivement mieux connaître ces objets, quoi. Merci pour vos présentations très intéressantes. Peut-être que vous avez mentionné au début de votre intervention, mais je n'ai pas très bien compris, parce que le siège de Mission étrangère de Paris conserve beaucoup de lettres envoyées par un missionnaire. Et puis, vous conservez aussi des documents. Alors, des documents ont été envoyés directement à Lyon Alors, souvent, donc les missionnaires écrivaient donc à leur famille, à leur congrégation, donc les missions étrangères de Paris. Ils écrivent aussi à la propagation de la foi parce qu'ils savent qu'ils vont être publiés et que leur mission pourra avoir des soutiens financiers si ils ont bien présenté leurs difficultés, leurs résultats aussi. Voilà. En fait, après toutes ces lettres, comment elles vont arriver souvent, elles sont envoyées toutes ensemble, je pense, à la procure missionnaire qui va les répartir à la famille, aux amis, aux supérieurs, à la propagation de la foi. Voilà. Alors, les missions étrangères de Paris vont recevoir des lettres qui seront publiées dans les missions catholiques.
ou dans les annales. Donc il n'y a pas que des lettres adressées à la propagation de la foi. Parce que c'était quand même, les annales, c'était l'organe principal de la presse missionnaire. Voilà. Et toutes les congrégations ont eu des annales aussi, pour les missions étrangères. Chaque congrégation a son bulletin, les jésuites, etc. Mais ils voulaient tous être publiés dans les annales dont le tirage était considérable et l'audience très très large. Voilà. J'ai fait des recherches documentaires au service d'archives de missions étrangères de Paris. Et depuis quelques années, il n'y a pas d'accès aux documents originaux, pas du tout. Et aujourd'hui, on peut consulter seulement sur le format microfiche, avec très mauvaises images. Et donc c'est vraiment illisible. Et au service archives de OPM, quelle est la consultation? Oui, nous on n'a rien de numérisé, en fait, par exemple pour les photos, on numérise au coup par coup. Quand on a un chercheur qui a un projet, on lui dit numérise en même temps. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec Christine Cornet. On est en train de le faire pour l'Afrique avec Lorik Zerbini. Voilà, donc nous, vous avez vraiment accès aux documents. D'ailleurs, j'ai même apporté. Et est-ce que vous avez un catalogue accessible ou uniquement il faut aller Alors, est-ce que vous avez un catalogue accessible ou il faut aller à Lyon pour le consulter? Donc on a un site qui est en train d'être refait, où on peut difficilement trouver la bibliothèque et les archives. J'espère que ça va s'améliorer. Et on a en ligne, c'est pas un catalogue. Oui, on a en ligne un catalogue, c'est le PDF. En fait, le classement, il est très simple, c'est un classement géographique. D'accord. Donc par continent, pays, enfin, ou plutôt mission, c'est-à-dire le territoire de mission qui était attribué à telle congrégation. Voilà. Et donc, le site, c'est Œuvre pontificale missionnaire. Si on tape ça, on trouve. Mission, alors, je vous ai apporté quelques dépliants. Voilà. D'accord, merci. C'est Mission catholique. Et bon, j'espère qu'on aura une meilleure visibilité sur le nouveau site. Merci. Bonjour, merci à vous deux pour vos présentations que j'ai trouvées très intéressantes. Et j'aurais 3 petites questions pour Odile. Je voulais savoir si vous aviez des relations avec les MEP ou avec les OPM de Paris, parce que je me dis que vous avez des fonds complémentaires et que vous pourriez faire des beaux projets communs. Alors les MEP, les œuvres pontificales missionnaires à Paris, en fait maintenant on est vraiment la même entité, et il n'y a plus rien, toutes les archives sont à Lyon. Hein. D'accord. Toute la bibliothèque, archives, il n'y a plus rien. D'accord. Voilà, à Paris, il n'y a plus rien. Donc les MEP, donc on a des liens, on a vu vraiment historiques, oui. Voilà. Au niveau des archives, moi je dirige certains étudiants vers les MEP, voilà, ou les jésuites, enfin voilà, donc voilà. Au niveau des archives, je connaissais l'ancienne archiviste, maintenant j'ai moins de relations avec la personne qui a pris la suite, mais... D'accord. Non, parce que je me demandais si vous aviez par exemple des projets de numérisation communs, mais vous aviez dit que non, mais de portail qui pourraient être intéressants. Oui, pour, alors après on espère pouvoir mettre des liens, renvoyer à... D'accord. Oui. Et je voulais savoir aussi, mais là c'est plus personnel, est-ce que vous faites des reproductions à la demande? Parce que j'ai vu un document qui m'intéressait dans ce que vous disiez, et alors il faut se déplacer. Alors, par rapport aux objets? Non, par rapport à un courrier du missionnaire, oui, qui parlait dans lequel on pouvait bien voir comment collecter sur le terrain. Et moi, ça m'intéresse par rapport à mes recherches. Oui, je peux vous scanner la lettre puis l'envoyer. Merci. Mais peut-être que je viendrai quand même. Il faudrait que je me penche plus quand même sur ça. Ça serait mieux. Ah, merci, c'est gentil. Non, mais ça date de l'époque d'avant mes recherches, mais c'est quand même intéressant
pour moi. Et sinon, je voulais juste vous demander si vous aviez beaucoup de lecteurs qui viennent aux archives. Alors bon, c'est quand même très, très spécialisé comme bah, centre oui. de doc. Voilà. Alors on a la chance d'avoir un vivier d'étudiants locaux, puisqu'avec Claude Prudhomme, Philippe Delisle, enfin Lyon 3, même l'IAO nous a envoyé des chercheurs. On a eu un Taïwanais, Tsuming Chen, chinois aussi récemment. Voilà. Donc l'IAO, on demande qu'à développer ce partenariat. Oui, voilà. Mais sinon, on a aussi des chercheurs, parce que nos archives pour les États-Unis sont très intéressantes, hein, parce que les États-Unis, c'est un pays neuf, donc au 19e siècle, vous pouvez lire dans les annales, c'est le Far West, quoi. Hein, c'est vraiment les Indiens, hein, les missionnaires, en particulier le missionnaire belge, le père De Smet, qui a été vraiment un médiateur entre les Indiens. Voilà, et les autorités américaines. Enfin, donc on a régulièrement des Américains, Nouvelle-Zélande aussi, puisqu'on a toute l'Océanie. Voilà. Et puis bon, des étudiants français qui viennent de Paris, à La Rochelle aussi, pour l'Amérique du Nord. Bah, merci. Donc, je ferai de la pub pour je vous dis toujours, à Paris. Nous n'avons pas la quantité, mais nous avons la qualité. Parce que c'est un centre de documentation en fait, qui est ouvert à tout public, hein, même spécialisé, on peut accéder. Alors la bibliothèque, c'est devenu très, très pointu, donc c'est l'histoire des missions. Voilà. Alors toujours dans le même genre, est-ce que vous avez pu cataloguer les écrits, que ce soit des lettres ou on les cherche dans des boîtes par missionnaire Non, c'est pour savoir si on peut faire une recherche avant de venir vous voir, pour savoir à peu près ce qu'on cherche, ou s'il faut s'installer une semaine et fouiller. Non, en fait, on retrouve très vite parce qu'on sait que le missionnaire, on sait dans quelle région il était, donc on retrouve très vite. Mais est-ce que sinon, vous avez maintenant, on est en train, donc, sur un logiciel qui s'appelle Avenio, de rentrer tous les auteurs de lettres. D'accord. Et est-ce que sur votre site, est-ce que vous avez la liste des missionnaires? Parce qu'après ça, c'est vrai, c'est assez facile de savoir s'ils vous intéressent ou pas. Pas la liste des missionnaires. On a le classement des archives, qui est un classement géographique. Après, c'est chronologique à l'intérieur de chaque dossier. Mais si on me demande est-ce que vous avez des lettres de tel missionnaire, ça je peux vous le dire. Et combien. Mais il faut se déplacer. Rien n'est en ligne. On n'a pas la... Voilà. Une chanson. J'ai une question. Quel est le volume des nouvelles acquisitions, s'il y en a, dans votre centre de documentation? Est-ce que les collections continuent à grandir et comment? Oui, alors en fait, les acquisitions, c'est très peu. C'est à peine une centaine de livres par an. Donc on a un conseil scientifique et on fait des tas de propositions de livres. Et comme ce sont des spécialistes, ils disent celui-là, non, il fait pas c'est pas bon. Voilà. Donc on n'achète pas. Les livres qui sont trop chers, on sait qu'ils vont être à la BU. Enfin voilà, on essaye de... Voilà. Donc, la politique documentaire, c'est toujours thématique des missions, c'est selon la religion. C'est beaucoup ce qu'on a dit, acculturation, dialogue interreligieux. Bon, la mission, elle a changé de visage. Hein, c'est plus la mission conquérante du 19e siècle. Maintenant, c'est plus rencontre des religions. C'est plus dans le dialogue, dans la rencontre, dans la compréhension. Voilà. Merci. Ha ha ha!